plaignez qu'on organise dans un climat tout particulier. Alors je ne fais pas allusion au 30 avril le plus pourri et le plus froid de l'histoire de l'Hexagone, mais à une situation nationale qui a radicalement changé, une situation d'ailleurs qui est plus qu'une situation et qui pourrait se transformer en quelque chose de plus, qui pourrait durer aux grandes dames de Hollande, de Valls, de Gattaz et de tous leurs amis. Un certain nombre de ces amis d'ailleurs portent des badges syndicaux, on y reviendra. Et des gens qui n'ont a priori qu'une seule idée en tête, celle de tenir et de taper, ou taper pour tenir. Le léger problème pour eux, c'est que avec la discussion qui va commencer au Parlement sur la loi travail, et ben, un nouveau round de la mobilisation pourrait bien s'ouvrir. Dans le cas d'une mobilisation donc, qui était aussi inattendue qu'espérée. Inattendue parce que je ne vous cache pas que après les attentats de novembre, dans le cadre de l'état d'urgence, avec son cortège de racisme d'État, d'islamophobie ambiante, de 4000 perquisitions administratives, d'assignation à résidence, de la rafle de 320 camarades le 29 novembre, etc., etc., on était un certain nombre à dire aux camarades les plus jeunes, mais en fait vous inquiétez pas parce que il peut y avoir un rebond, il y aura un rebond parce qu'en 95, après les attentats, il y a eu novembre-décembre. Et c'est vrai que je crois qu'on était un certain nombre à le dire avec une conviction assez tiède, vu la façon dont les choses se passaient. Et en fait le climat a changé, il a changé à partir du 9 mars. Alors une fois qu'on dit que le climat a changé, on n'a pas dit grand-chose, il a changé par rapport à quoi, dans quel cadre? Il a changé d'abord parce que la situation, ou plutôt notre classe, la jeunesse, semblait suffisamment sur la défensive, suffisamment prostrée, pour que El Khomri annonce au détour d'une interview publiée le 17 février dans Les Échos, le journal du patronat, qu'elle annonce comme ça au détour d'une interview l'attaque la plus importante contre le monde du travail et la jeunesse de ces 30 dernières années, en imaginant qu'il allait absolument rien se passer. Et bien c'est tout le contraire qui a eu lieu. La mobilisation a chamboulé un certain nombre de choses, à commencer par le calendrier de l'ensemble de ces organisations qui, jusqu'à avant-hier, étaient engluées dans le dialogue social. Un dialogue social d'ailleurs qui, en fonction de la situation dont le gouvernement voulait se passer, et des organisations du coup qui ont dû monter dans le train de la colère, ou plutôt le train des colères, en actionnant quand même avec une certaine constance, on doit remarquer le frein à main, et en multipliant les arrêts intermédiaires pour éviter que justement on aille vers la reconductible. Alors ce climat il a changé également, et on a pu le voir avec au niveau des chiffres. Alors on n'est pas évidemment dans la même situation au moment de l'acmé des pics de mobilisation, des grandes mobilisations qu'il y a pu avoir en novembre-décembre 95, à laquelle je faisais allusion, ou lors du mouvement contre le CPE en 2006. Mais néanmoins les chiffres sont quand même suffisamment parlants, et même si on pourrait avoir à dire d'un certain nombre de choses, alors je ne vais pas faire allusion à ceux de la police et de la préfecture qui, là pour le coup, sont franchement ridicules. On parlait de 4800 personnes à Marseille avant-hier. Bon, disons que pour les camarades qui étaient présents, 4800 personnes, ça fait à peu près le nombre de gens qui sont sur les terrasses des cafés dans le Vieux-Port, et en l'occurrence avec un peu plus de monde. Mais on a eu 500 000 personnes lors de la première mobilisation, un peu plus, 1 million ou un peu plus le 31 mars, et encore 500 000 avant-hier dans les rues, vous l'aurez vu, en dépit des rideaux de gaz lacrymogène qui ont dû, qui ont pu brouiller votre vision. Mais c'est également une situation qui a changé, et ça on s'en est rendu. Enfin, en tout cas moi pour ma part je m'en suis rendu compte dimanche dernier. On était invité avec une camarade à causer dans le cadre d'une réunion publique qui était organisée par des copains, des syndicalistes de base italiens à Rome, sur la loi travail justement, et étaient présents, camarades qui sont très impliqués dans la lutte de la logistique, et étaient présents donc des délégués syndicaux, des travailleurs du rang, et également un certain nombre de vieux militants, on va dire, pour utiliser un euphémisme, des vieux militants qui ont été suffisamment actifs et turbulents pour avoir fortement maille à partir avec la justice italienne et française dans les années 80, si vous voyez ce que je veux dire. Et donc des gens très orthodoxes qui prennent la parole au cours de l'Assemblée. Et moi je m'attendais à ce que, justement,
moment, ils soulignent avant tout les limites du mouvement, qu'ils évoquent le nombre de grévistes, le jour de grève, le nombre de piquets, en disant bon voilà. Et en fait non, ces camarades, avec une intuition très 68arde, hein, dans le meilleur sens du terme, parce qu'effectivement ils viennent de cette tradition-là, ils ont voulu parler de Nuit debout. Et de Nuit debout, ils l'ont défini, ils l'ont qualifié tout simplement de mouvement soumettant non seulement cet ordre social à la critique systématique, mais également sa continuité abstraite. C'est-à-dire prenant au pied de la lettre, ou plutôt montrant combien le mouvement actuel prend au pied de la lettre le slogan qui consiste à s'opposer à la loi El Khomri et à son monde. C'est-à-dire à cette attaque-là en particulier, à tout ce qu'elle représente, et y compris au système qu'elle incarne, et à l'offensive dont elle se veut la poursuite. Et la façon dont le mouvement actuel déborde largement le cadre de la contestation de la loi en tant que telle. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est essentiel, dont on va discuter aujourd'hui, et qui permet de réfléchir aux coordonnées de la situation, qui permet de réfléchir y compris à la façon dont la séquence a évolué, le mouvement aujourd'hui continue à évoluer, avec un décrochage fondamental vis-à-vis de tout ce qui a été jusqu'à aujourd'hui les références de ce qu'on peut appeler globalement le peuple de gauche, par rapport au Parti Socialiste, par rapport à ses rouages, par rapport à ses instruments, non pas qu'il y avait jusqu'à présent, en tout cas il subsistait un grand attachement à ce que le PS représentait et ses différentes institutions, mais il y a un décrochage complet aujourd'hui entre ce qui se passe, la situation de mouvement et ces référents-là. Et également pour réfléchir au hiatus qui existe entre une opposition massive et une opposition radicale à la loi en tant que telle, et une mobilisation aujourd'hui qui, même si elle se poursuit, disons, aurait à opérer un saut qualitatif pour réellement imposer un recul du gouvernement qui serait néanmoins un recul qui irait bien au-delà de la simple loi. D'où l'attachement et la façon dont le gouvernement aujourd'hui et ses amis répondent, ou plutôt répriment. C'est donc pour toutes ces raisons qu'on a décidé d'organiser ce plénier, donc le plénier de révolution permanente, dans le sillage d'un certain nombre de succès qu'on a engrangés dernièrement, avec, pour ce qui est du mois d'avril, près d'1,5 million d'entrées, près de 500 000 entrées sur le site. Révolution permanente qui, en tout cas, qui voulait et qui a réussi en partie à devenir un instrument de communication, plutôt de contre-communication face aux médias dominants, mais également un instrument de mobilisation dans le cadre du mouvement actuel, avec des camarades, des correspondants spontanés qui ont pu se manifester, et également un certain nombre de personnes, de camarades, de militants, de gens qu'on ne connaissait pas, qui ont reconnu ou qui, en tout cas, veulent contribuer, participer à cette expérience. Et un plénier également qu'on a décidé d'organiser, puisqu'indépendamment donc, de Révolution permanente, les camarades qui en sont à l'origine, ou en tout cas qui l'impulsent, ont été pour un certain nombre à la pointe du mouvement, en tout cas on fait partie de son aile marchande, et initiateur d'un certain nombre d'événements qui ont permis de cristalliser ces colères et de la porter dans la rue, en jouant parfois un rôle essentiel à la mobilisation. Et donc c'est un peu pour ça qu'on a choisi aujourd'hui d'avoir une tribune collective, avec un certain nombre de camarades qui vont prendre la parole pour introduire et pour reprendre la situation et la décrire et l'analyser dans un certain nombre de secteurs, et de façon à ce qu'après on puisse organiser cet échange. Je vais essayer d'oublier personne, donc plusieurs interventions donc, dans le cadre de l'introduction cet après-midi avant le débat, avec tout d'abord Vincent Duze, qui est à ma droite, secrétaire de la CGT à PSA Mulhouse, donc dans le secteur automobile, un secteur qui a été en tout cas mobilisé sur la question de la loi travail et qui a été impliqué dans la mobilisation actuelle. Lui succédera Elsa, du comité de mobilisation de Paris 1, qui a participé, en tout cas qui a un certain nombre de coordination nationale étudiante. Emmanuel Barrault, qui enseigne au Mirail et qui participe à la mobilisation donc à Toulouse, Capucine, lycéenne, et pour clôturer cette introduction, Daniela Cobé, qui est donc
directrice de publication, membre du comité de rédaction de Révolution Permanente et du comité exécutif du NPA.